Après le séjour du président de la République dans la partie est du pays, la situation est-elle mieux qu'avant? Le chef de l'État doit-il promulguer la loi sur la CENI alors que celle-ci ne prend pas en compte la parité consacrée dans la Constitution? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Nora Effolé, cadre de l'UNC, Arlette Odia, présidente de CEDUC et Josette Boulamatari, cadre à la FDC. Un pas vient-il d'être franchi dans l'organisation des élections en 2023, en tout cas le jeudi 1er juillet dernier, la Cour constitutionnelle a jugé conforme à la Constitution la loi organique de la CENI. Au niveau de l'Assemblée nationale, on s'apprête à publier un chronogramme en vue de l'installation des prochains animateurs de la centrale électorale. Pendant ce temps, du côté de la MOUCA, de Martin Fayulu et Adolphe Muzito, on continue d'exiger un consensus autour de la question. Alors, allons-nous déjà vers les élections controversées en 2023? Après 3 semaines dans l'est du pays, le président de la République a regagné la capitale. La situation dans ce coin est-elle mieux qu'avant? L'avenir du cash dépend de Vital Kamerhe ou de Félix Tshisekedi. L'Union sacrée doit-elle se transformer en une plateforme politique électorale? Merci de nous retrouver dans le cadre de votre émission Le Débat au féminin qui reçoit cet après-midi 3 dames. Merci déjà à ces 3 dames d'avoir accepté promptement notre invitation. Il s'agit de Josette Kaya Boulamatari. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes cadre et communicatrice de la FDC, le parti de Modeste Bahati, le président du Sénat, gender, champion et humanitaire, femme d'exception, j'aime le dire. Oui, je suis aussi journaliste. Journaliste à la radio, télévision. Femme politique. Femme politique, c'est pas incompatible. On peut être journaliste et politique à la fois. Non, c'est plutôt très très compatible. Pourquoi? Parce que on a seulement fait un petit mouvement pour aller de l'autre côté. Il faut continuer d'exercer en tant que journaliste, ça pose pas un problème. Non, ça pose pas un problème parce que le journalisme c'est un travail libéral, ça pose pas un problème. Alors, on parlera, peut-être ce sera un prochain sujet de débat dans le cadre, est-ce qu'on peut être à la fois journaliste et politique? Voilà, ça peut être notre question, mais ça fera l'objet certainement d'un débat dans nos prochaines émissions. Avec sur plaisir. Ce plateau. Nous sommes également avec Madame Nora Effolé. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Odia. Cadre de l'Union nationale du Congo. L'Union pour la nation congolaise. Voilà. Oui. L'UNC, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu de vue, c'est l'UNC en fait. Bien sûr, c'est l'UNC. L'Union pour la nation congolaise. Voilà, ça se passe bien à l'UNC. Après les dernières déclarations du président. On se porte bien. On se dit peut-être vers un dénouement de l'affaire Vital Kamerhe. Non, je pense pas. Vous pensez pas? Non. Il doit rester en prison, Vital? Non. Il a droit à une liberté? Bien sûr. Il est innocent. On parlera en tout cas de l'avenir de Cash, de l'UNC, de l'UDPS. Est-ce qu'ils doivent continuer ensemble? Est-ce que chacun ne doit pas aller de son côté? Il sera question de ça, ou doivent-ils rester dans l'union sacrée qui peut peut-être se transformer en plateforme électorale? Et enfin, nous serons également avec Arlette Odia, qui est maintenant une habituée de cette émission. Merci d'être toujours présente, Madame Odia. Merci beaucoup. Présidente de Collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC. Oui. Avant, vous étiez très proche de l'UDPS, vous ne l'êtes plus? Oui, non, je ne le suis plus. Maintenant, je suis engagée au sein de la société civile et je pense que ce rôle me convient le plus. Une société civile proche un peu de l'opposition? Non, proche du peuple. Parce que dans les circonstances où les nouveaux pouvoirs n'ont pas encore suffisamment apporté des problèmes aux solutions des Congolais, alors la société civile est supposée être proche de ce peuple-là et porter haut sa voix. On commence par l'état de siège. Certains ont dit, ils ont crié, le président ne va pas aller à l'Est, il est allé à l'Est. Il a fait 3 semaines à l'Est. Il est revenu à Kinshasa. On fait un petit bilan de l'état des sièges. Est-ce que la situation sécuritaire dans l'Est du pays est mieux actuellement ou pendant la période que le chef de l'État était là, ou ça s'est aggravé, Madame Josette Boulamatari? C'est vrai. À un moment donné, nous avons assisté à un jeu de ping-pong des politiques ou des politiciens
laissez-moi parler des politiciens, taxant le président de la République de tous les maux. Il a peur d'aller dans l'Est de la République démocratique du Congo et de toute manière, il n'ira pas, vous verrez tout ça. Et je pense qu'avec l'agenda du président de la République, on ne peut pas se réveiller un bon matin et dire « je vais à un tel endroit ». Et il faudra voir aussi pour des gens qui sont avertis, moi j'ai compris en tout cas qu'ils voulaient tout faire, ça veut dire une sorte de package dans cette mission ou dans ce qu'il a décidé pendant 3 semaines d'aller rester dans l'Est de la République démocratique du Congo, parce que nous avons vu ce qui s'est passé avec le Rwanda, ce qui s'est passé avec l'Ouganda. C'était tout un agenda qu'on devrait harmoniser et ça devrait que se passer comme ça. Alors, le président de la République est parti. D'ailleurs, avant de partir, il nous avait dit, à nous, les femmes d'exception, que je vais partir et j'aimerais aller avec des femmes par rapport à des domaines précis au niveau, selon les besoins qui vont se présenter au niveau de l'Est. Et je crois qu'il avait fait parce qu'il devrait partir avec une dame par rapport à l'agriculture, par rapport au développement, tout cela. Alors, le président de la République est parti. Bon, je crois que ceux-là qui racontaient de n'importe quoi, ils ont peut-être dit, bon, il ira, il va prendre la poudre d'escampette. Je crois qu'il va faire seulement 2 jours, il va revenir dans la capitale. Et le président de la République y a passé 3 semaines. 3 semaines et nous avons vu la différence parce qu'il devrait lui-même être sûr des informations qu'on lui donne par rapport à notre armée, les forces armées congolaises, par rapport au nombre des troupes, parce qu'il a été surpris de voir le nombre. On a parlé de 21 000 hommes qui étaient censés être là pour combattre. Il s'est retrouvé avec 11 000. Alors, il fallait étudier toute cette situation-là, où passer les armes, les munitions qu'on a données aux 12 ou 10 000 autres. Alors, tout cela, il devrait éclairer la situation sur place. Et nous avons aujourd'hui les résultats. C'est vrai, c'est un processus, parce que c'est une guerre qui a duré 20 ans. 20 ans, et lui-même l'a reconnu. Vous avez été un peu indulgent envers mes prédécesseurs, mais moi, 2 ans et demi, à peine, vous me demandez un peu trop. Il a reconnu parce que c'est une guerre qui a duré 20 ans. Et c'est une guerre qui est asymétrique. C'est une guerre pour la maîtriser. Il faut avoir des gens qui sont animés de bonne volonté, surtout de l'amour de la patrie. Si la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo dure et perdure, c'est une partie de la responsabilité nous revient nous-mêmes, nous les Congolais. Nous les Congolais. Donc on peut dire, je reviens chez Madame Nora Effolé, donc la visite, l'installation pendant 3 semaines du président de la République, c'était une bonne chose. La situation sur le terrain a changé, a évolué. Mais oui, Madame Odia, c'est une bonne chose. Il faut, comme je veux compléter un peu Madame, sincèrement, les gens pensent qu'on doit vraiment reprendre la main. Et cette affaire, il ne faut pas que ce soit seulement l'affaire du président de la République, mais l'affaire de tous. Nous oublions un peu. Et je soutiens cela et j'accompagne. Et j'ai regardé, j'ai eu à suivre dernièrement ici le comment on appelle ça, le point de presse des 2 gouverneurs qui ont donné le bilan pour compléter ce que Madame a dit. C'est un bilan vraiment extraordinaire. D'abord, il y a eu un centre de formation, un centre de coordination plutôt, oui, un centre de coordination qui a été installé dans ces provinces avec des numéros verts et reprenant la société civile, les militaires, les policiers, les chefs des quartiers et l'armée les a dotés des appareils avec des unités. J'ai suivi le gouverneur qui l'a dit, pour à chaque fois dénoncer s'il y a des mouvements suspects dans les parages. Et les bilans qui a été élaboré, je pense vraiment qu'il faut être quand même un peu indulgent, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de travail en si peu de temps. Il y a un bilan qui a été élaboré, il a été énoncé par les gouverneurs. Il y avait un bilan sur le plan humain, sur le plan matériel.
et sur le plan socio-économique. Sur le plan humain, il y a eu 100 terroristes qui ont été neutralisés. Il y en a eu 18 qui ont été capturés. C'est pas moi, hein, parce que vous me suivez minutieusement. Bah oui. Il y a 13 qui ont été arrêtés, 23 otages libérés, dont 4, il y avait des enfants de moins de 16 ans. Et sur le bilan socio-économique, il y a dans certains territoires, on a retrouvé la paix. Il y a des écoles qui ouvrent quand même et quelques axes routiers qui la circulation reprend. Pour le commerce, ça reprend un peu timidement. Donc, je pense que ça va aller. Sur le plan matériel, il y a une 20aine d'armes qui a été récupérées et des munitions. Et je pense que dans ce sens-là, les choses vont évoluer progressivement. Que dire, c'est une bonne chose que le président, je suis chez Madame Arlette Odia. Vous étiez un peu pessimiste, vous pensiez même pas que le président allait faire 2 jours à Goma. Il l'a fait. Le fait pour le président de la République d'être à Goma pendant tous ces temps-là, c'est une bonne chose. Mais le plus important, c'est d'apporter la solution aux problèmes de nos concitoyens qui vivent dans cette partie de l'Est du pays. Et l'état de siège, je pense que c'est de ça que nous parlons. Est-ce que ça a été une bonne solution? Est-ce qu'elle va effectivement contribuer à la paix durable de ce côté de la République? Je pense logiquement que ça peut bien être une bonne chose. Mais on aurait fait mieux d'opter pour la meilleure des choses. Et pour moi, la meilleure des choses, c'est la consolidation de la cohésion nationale à travers les dialogues entre les acteurs politiques, voire même toutes les autres forces vives de la nation. Pourquoi je le dis? Nous sommes en Afrique. Et chez nous, en Afrique, il y a 2 questions pour lesquelles, pour trouver des solutions efficaces, il faut absolument que les gens se mettent autour d'une table et qu'ils discutent, que chaque groupe fasse taire les égos au profit de l'intérêt national. Ces 2 questions sont lesquelles? D'une part, c'est la défense du territoire national ainsi que la sécurité intérieure. D'autre part, c'est la question des élections. Vous verrez que l'histoire, les annales politiques de notre pays renseignent, depuis même Mobutu, en passant par Désiré Kabila jusqu'à Joseph Kabila, que lorsqu'il était question de parler de la sécurité, de la défense nationale, il y avait la classe politique qui se mettait autour de la table. Lorsqu'il fallait parler des élections, il y avait la classe politique qui se mettait autour de la table. Mais l'impression que nous avons aujourd'hui, c'est que l'UDPS pense trouver la solution aux problèmes sécuritaires de l'Est, mais sans l'apport des autres au sein de la classe politique. Je veux vous dire quelque chose, Madame Élisée, essayez de vous souvenir que, s'agissant de l'état des sièges, non seulement, comme je l'ai dit, que la classe politique a été consultée dans son ensemble, voire même la société civile, mais surtout, il a été décrété, même sans l'apport du gouvernement. C'est à l'issue de la première réunion du Conseil de ministres que les membres du gouvernement, les nouveaux membres du gouvernement vont apprendre de l'intention du président de la République à décréter l'état de siège. On aurait voulu que cet état de siège soit examiné en Conseil de ministres et que chaque secteur, chaque ministre sectoriel apporte sa contribution de sorte que la solution soit apportée. Vous me dites, j'ai suivi Madame Nora, j'ai suivi Madame Joseph qui a des avancées, mais vous avez aussi suivi comme moi que tout récemment, il y a encore des tueries. J'ai appris qu'il y a eu des bombes. Oui, je voudrais bien. Mais lorsque le président de la République, le commandant suprême de FARDC, se met à justifier les militaires et les policiers, croyez-moi, il les affaiblit. Parce que même ceux-ci se mettent à l'esprit que le chef de l'État sait que c'est à peine que nous travaillons et que nous avons quand même besoin du temps, plutôt que de mettre suffisamment ces hauts responsables devant leurs responsabilités. À chaque fois que le peuple congolais de cette partie de la République
soulève sa voix pour demander la paix à l'Est, pour demander la fin des tueries, la réponse est celle de dire nous n'avons fait que 2 ans, les autres en ont fait 20, vous ne leur avez pas exigé autant que vous nous exigez. Est-ce que vous savez que ces gens-là sont en train de perdre les leurs pendant que nous cherchons des justifications à leur donner? Madame Josette, vous représentez l'UDPS, certes n'est pas ici, mais la FDC est dans l'Union sacrée, l'UDPS est également dans l'Union sacrée. On justifie les erreurs, on justifie les échecs. Pas du tout. Un échec reste un échec, même si c'est de 2 ans, de 20 ans, c'est un échec. Pas du tout. C'est pas vraiment de cette oreille-là qu'on peut comprendre les discours du chef de l'État. Moi, je voudrais comprendre une chose. Soit on veut une chose et son contraire, on le dit tout haut quand on ne sait pas ce qu'on recherche finalement, parce que nous avons eu des conclaves dans ce pays. Nous avons eu des consultations, des concertations, des forums, que sais-je encore, pour être autour de la table, pour débattre des questions de l'intérêt national. Pour mettre tout Congolais autour d'une même table, des belliqueux, des pacificateurs, des hommes épris de paix, tout le monde autour de la table pour débattre de nos problèmes. Quel est le résultat aujourd'hui? Alors, chaque fois, on a reproché au président de la République de pouvoir être un peu lent dans ses décisions ou dans ses actes. Le président de la République ayant maintenant les mains libres à pouvoir mener à bien ou à matérialiser la vision qu'il a pour la République démocratique du Congo, entre autres la sécurité, la paix, le développement du peuple congolais, il a pris les choses en main. Il a pris les taureaux par ses cornes. Il a dit l'état de siège. Qui a été contre l'état de siège si ce n'est que les gens qui ont l'habitude d'accuser le président de la République de la lenteur? Aujourd'hui, il change de langage pour dire que nous voulons à ce qu'il y ait des gens autour d'une même table. Mais en même temps, quand le président opte pour cette diplomatie, de pouvoir nous mettre autour d'une même table avec nos voisins, non, il ne faut pas faire ça, il faut aller prendre les armes. Alors je me dis, où on est, on veut une chose et son contraire. Vous savez, ces bilans qu'on a pu récolter dans si peu de temps, ça demandait l'amour, la volonté que quelques-uns n'avaient pas à cause des discours politiciens. Vous savez, si nous aimons réellement notre pays et que nous voulons que les choses aillent pour le mieux, nous devons mettre nos égos à part, de côté. Voyons l'intérêt national du pays. Est-ce que ce que le président a fait aujourd'hui, ça n'a pas donné des résultats? Les résultats sont là. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui ont repris leurs terres. Et entre autres, il y a des femmes. Parce que quand on parle d'agriculture dans notre pays, on voit d'abord la femme. Il y a des femmes qui ont repris leurs travaux champêtres. Ils ont regagné les territoires. Il y a la paix. Il y a les commerces qui se font entre les localités. Chose qui ne se faisait pas avant. Ça, c'est un début. Je l'ai dit au début de mon intervention. C'est un processus. Pourquoi sommes-nous pressés quand il y a des résultats? Apprécions et puis accompagnons au nom de la... Voilà, apprécions le résultat. On va revenir sur ça. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que vous suivez le débat au féminin qui reçoit Josette Mbulamatadi de la FDC, Nora Effolé de l'UNC et Arlette Odia de CEDUC. Madame Josette Mbulamatadi a parlé de ce rapprochement diplomatique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, le rapprochement avec le Rwanda, l'Ouganda. Le président a quand même dit qu'il est temps peut-être de laisser le passé au passé, Madame Nora Effolé. C'est une bonne attitude, vous pensez? On efface tout et on recommence? Oui, moi je pense que oui, même si Madame Arlette n'est pas vraiment tout à fait d'accord. Si elle a l'impression que le président dans cette démarche est en train d'affaiblir nos militaires et nos policiers, moi je ne pense vraiment pas, mais c'est une bonne démarche. Je vais quand même ouvrir une petite parenthèse pour abonder, tu sais.
C'est tout un processus, comme Madame a dit. C'est vrai qu'on ne doit pas donner trop de temps parce qu'il y a des gens qui meurent en entre-temps. Ces tueries ne vont pas cesser du coup, mais on va pas dire aussi que ça cesse pas du coup et qu'il n'y a pas d'avancée. Et qu'on efface, qu'on ne regarde pas tous les avancées qui ont été faites. Il faut savoir que cette population, ce côté du pays, là où il y a nos compatriotes, ils ont vécu longtemps pendant la guerre. Et il faut qu'il y ait une sensibilisation politique et militaire. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui est en train d'être fait aussi. Donc, il faut laisser, tout ne va pas se passer comme ça. Donc, laisser le temps au temps, cette sensibilisation politique et militaire qui est en train de se faire dans la population et chez les militaires et chez nos militaires, il faut pas vouloir dire que non, et tout ça, ça sert à rien, il y a pas d'avancée, on ne voit rien. Il y a que les tueries qui commencent et tout ça, non. Il y a un lavage de cerveau que doit subir et nos militaires et la population pour que, mais c'est tout un processus pour que la paix puisse recouvrer dans cette pays, redevenir dans l'est du pays. Avec le Rwanda, on fait Avec quoi? le Rwanda. Et Mais le Rwanda? comment voulez-vous, madame, comment voulez-vous qu'on ne recouvre pas la paix s'il n'y a pas la diplomatie? Il faut qu'il y ait ce rapprochement. On a toujours utilisé la diplomatie, que ça soit tous les précédents, on a toujours utilisé la diplomatie. D'ailleurs, le président l'a dit dans son discours. Moi, je suis pour le rapprochement. Le président a dit, je répète ces mots, je ne vois pas comment on peut obtenir une justice et réparation en continuant à traiter Kagame et Museveni de loups et d'agresseurs. La rancune, la haine, ça ne sert à rien. Je crois qu'il faut savoir tirer un trait sur tout ça et regarder ce qu'il y a de plus. On fait quoi de nos morts? Non, je n'ai pas dit que... J'ai bien dit, non? Ah ouais. J'ai pas dit que ça a effacé. Mais nous devons avancer aussi. Nous devons avancer et... La diplomatie, je pense que ça n'est pas mauvais. Comment on va avancer? Vous avez des suggestions à donner, vous? Moi, cette stratégie, moi, je suis pour. Donc, peut-être, Madame Arlette, au-delà de suggestions, le rapprochement avec le Rwanda, il est temps de laisser le passé au passé, qu'on essaye d'avancer, sans oublier la justice, le président l'a dit. Oui, j'ai bien suivi Madame Rosette et Madame Flore. Apparemment, tout ce qui vous intéresse, ce sont les solutions, je dirais, temporaires. Parce que pour vous, il y a des gens qui ont repris les champs, mais c'est lui qui fait les champs. Quand bien même il y a des armes qui retentissent, s'il doit ne pas faire ces champs-là, comment il va nourrir ses enfants? Mais quand il est obligé d'aller au champ, est-ce qu'il est en paix? Parce que nous sommes à Kinshasa. Chez nous, à Kin par exemple, les problèmes que nous affrontons au quotidien, c'est peut-être des embouteillages, c'est peut-être les routes cassées, c'est peut-être un peu de manque d'eau, de courant, mais de l'autre côté, c'est le manque de la paix. À ces citoyens-là, vous n'allez pas dire qu'il y a des évolutions, alors que lui qui vit la situation vous dira que non. Même quand je suis à l'église, je sais que ça peut barder à tout moment. Je suis à l'école, ça peut barder à tout moment et j'aimerais que lorsqu'il est question, parce que Madame Rosette l'a dit, qu'il faut taire les égos, mais je pense que taire les égos, c'est aussi se mettre à la place de ces citoyens congolais qui a été aux élections en 2018, qui attend des retombées positives de la part des autorités qu'il a votées, mais qui jusqu'en ce moment, 2 ans durant, parce qu'on vous dira que pendant 20 ans, on a connu la même chose. Mais c'est parce qu'en 20 ans, on a connu la même chose que le régime actuel a demandé le pouvoir auprès du peuple de sorte à pouvoir faire la différence. Je parle de conclave parce que je pense que l'histoire de notre pays a renseigné qu'à chaque fois que la classe politique s'est retrouvée autour d'une table, les meilleures solutions ont été prises. 20 ans, je vais parler Madame notamment. Josette, je veux revenir. Madame Josette a dit quelque chose. Pendant ces 20 ans, il y a eu des concertations, il y a eu des dialogues, il y a eu des conclaves. La guerre n'a jamais fini. Il y a eu des conclaves, des négociations, des accords, oui, mais pour chacune des étapes, il y a eu des solutions appropriées. J'aimerais parler des Sun City. Nous allons, Joseph Kabila qui arrive au pouvoir, avec autant de groupes armés, dont notamment quelques groupes armés dirigés par les citoyens congolais, il les met autour d'une table, ça dégage 1+4, où des seigneurs des guerres se retrouvent au sein des institutions de la République. Mais entre-temps, la situation a dégénéré. Mais il faut encore faire le diagnostic pour savoir mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que, en fait, ceux
qui peut-être avait déjà abandonné les armes, se retrouve encore de l'autre côté. C'est ainsi que moi, je pense Dans ce que la solution... Un dialogue pour qu'on puisse réintégrer encore qu'il y ait le mixage, non, le brassage, mais non. Il faut d'abord permettre aux citoyens congolais, parce qu'on sait bien que cette guerre, elle est asymétrique. Ça veut dire qu'elle a la complicité de certains, même au sein des institutions, parce que le président Mbosso de l'Assemblée nationale l'a dit. Ne pensez-vous pas que grâce à c'est que certains peuvent appeler conclave, c'est que d'autres peuvent appeler table ronde. Nous appelons en général le dialogue qui mettent en place, qui mettent les acteurs politiques et la société civile les uns en face des autres, peut apporter la solution à ce problème. J'aimerais que l'on me comprenne très bien. Je ne suis pas contre l'état de siège. D'ailleurs, dès l'entame de mon propos, j'ai dit que c'était une bonne chose, mais j'aurais voulu qu'elle soit meilleure. En étant meilleure, elle devait être accompagnée par d'autres mécanismes, dont notamment la rencontre de la classe politique autour d'une table. Très rapidement, il y a l'état des sièges, c'est le volet militaire quand même de la résolution de ce conflit dans l'Est, mais il y a également le volet diplomatique. On a parlé de son rapprochement avec le Rwanda. Le président avance dans différents domaines, l'armée ici, la diplomatie là-bas, l'économie peut-être aussi, ça avance, c'est une bonne chose. Voilà, il est temps de laisser le passé au passé, de cesser avec la rancune. Madame Élisée Odia, que j'ai dit que l'UDPS voudrait apporter seule la solution au problème du Congo. Cela n'est pas possible. C'est pour cette raison que nous sommes partis du parti État. L'UDPS est dans l'Union sacrée, il n'est pas seul. Je suis en train d'évoluer. Nous sommes partis du parti État pour le bipartisme à un certain moment et aujourd'hui les multipartismes. C'est pour que du choc des idées puisse jaillir une bonne lumière qui soit profitable au peuple congolais. Vous me dites que l'UDPS n'est pas seul au sein de l'Union sacrée, mais on vous dira que la plupart de ceux qui sont dans l'Union sacrée se retrouvent marginalisés. Avez-vous déjà oublié qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des révolutionnaires? Pourquoi ils y sont? C'est parce qu'ils ne se sentent pas considérés comme il se doit. Et aujourd'hui, on nous amène encore dans un autre schéma, celui du rapprochement entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. Je vais encore dire que c'est une bonne solution, mais ne pensez-vous pas qu'elle serait meilleure si on venait d'abord à rassurer le peuple congolais, surtout celui de l'Est, précisément à Kisangani? De quoi on fait de tous ces morts qui ont été victimes de la barbarie rwandaise? À peine Félix Tshisekedi au pouvoir, Kagame, sachant son plan qu'il avait pour reprendre la main de notre pays, il s'est arrangé pour recevoir le président Félix Tshisekedi au mémorial du génocide rwandais. Mais est-ce que le président Kagame s'est déjà au moins présenté au cimetière de 6 jours à Kisangani, par exemple? Je vais vous dire, Madame Élisée, il n'y a pas un mémorial là-bas. Il y en a d'ailleurs pas. Mais je suis en train de chuter, Madame, en disant que aussi pour les accords, surtout dans les circonstances où la RDC a connu beaucoup de problèmes avec des Rwandais qui sont encore frais dans la mémoire des peuples congolais, on ne peut pas signer des accords sans avoir des États témoins. Par exemple, pour des accords privés entre l'UNC et l'UDPS, il y a eu des témoins tels que les présidents du Kenya. Pour des accords privés entre le FCC et le CACH, il y a eu des témoins des pays étrangers. Mais pourquoi pour ces accords-là, aussi importants, entre la RDC et le Rwanda, ça devrait se faire comme si c'était en catimini? Il n'y a pas de témoins. Quelle est l'assurance que nous avons reçue du peuple rwandais qu'ils vont respecter leur engagement? Aujourd'hui, s'ils ne respectent pas leurs engagements, qu'est-ce qu'on pourra faire d'eux? Vous allez revenir, mais on n'est pas non plus, on est des États souverains quand même, on n'est pas des États sous tutelle. Josette Mbulamatali, d'abord vous êtes de l'Union sacrée, la FDC, vous êtes marginalisé par l'UDPS? Du tout. L'AFDC être marginalisé par l'UDPS? Non, peut-être c'est madame qui a été marginalisée, c'est pourquoi elle a claqué la porte. Moi, je voudrais dire que l'Union sacrée, ok? L'Union sacrée, personne n'a imposé cette vision aux gens qui s'y retrouvent aujourd'hui. Ils ont vu ce qui s'est passé, comment la politique a été menée dans notre pays, comment les choses, les intérêts égocentriques, égoïstes des uns et des autres a mené le pays à pouvoir
se retrouver toujours dans ces bourbiers. Il était temps que le pays puisse sortir la tête. Alors, le président de la République a eu l'idée de l'union sacrée. Il a donné, il dit, je veux que ma vision soit matérialisée avec des personnes qui vont m'accompagner. La paix, la sécurité, le développement, le social du Congolais, c'est ce que je veux. Qui veut m'accompagner? Moi, ils sont là-dedans. Alors cette marginalisation, je ne sais pas d'où ça viendra ou d'où ça vient. En tout cas, je ne sais pas, peut-être parce que nous sommes, AFDC, c'est un grand parti politique. En tout cas, on ne connaît pas de frustration au sein de l'Union sacrée. Ça, c'est de 1. De 2. Madame Odia, vous savez que pendant longtemps, notre pays a été... Odia, donc je parle de l'Odia, de la présentatrice Élisée Odia. Je vous en prie. Pendant longtemps, nous décrions le fait que nous avions une diplomatie amorphe. Une diplomatie qui ne donnait pas de fruits. Si c'était seulement de se recoquiller, on a oublié que le monde étant devenu un village planétaire, nous pouvons avoir besoin des autres et les autres peuvent avoir aussi besoin de nous. Nous avons utilisé une diplomatie qui n'a pas payé pour le peuple congolais. Aujourd'hui, on décriait, il faut une diplomatie forte, effective. Mais une diplomatie qui doit comprendre que nous sommes entourés de 9 pays. Quel comportement, quelle attitude adopter avec une armée aujourd'hui qui commence à se refaire la peau, mais nous savons qu'il y a des paramètres qui entourent. Je voudrais seulement rappeler, Madame Odia, la France et l'Allemagne ont eu à se rentrer dedans pendant combien de temps? Il y a eu des morts et des morts. Mais jusqu'à ce qu'ils ont voulu enterrer la hache de la guerre. Et aujourd'hui, l'Allemagne, quand il parle, la France dit « je suis d'accord avec l'Allemagne ». Et aujourd'hui, on parle des 2 puissances au niveau de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu d'abord privilégier la voie de la diplomatie et parler de manière véridique et de manière franche. Aujourd'hui, le président de la République, le souci qu'il a, il voit que si nous empruntons cette voie, ça ne va pas nous profiter. Mais si il a ouvert des brèches. Et dans ces brèches-là, il veut être présent. Et n'oublions pas qu'il est le président de l'Union africaine. Un président de l'Union africaine qui soit belliqueux ou qui est là pour privilégier l'intérêt de son pays et de l'Afrique en général. Madame Arlette Odia a dit qu'il fallait qu'on ait quand même des témoins, compte tenu de notre passé avec le Rwanda. Madame Nora, je repasserai la parole, Madame Josette Mbulamatali. Il fallait au moins qu'on ait des témoins. FCC Cash, il y a eu des témoins. Arlette Odia l'a dit. Cash, il y a eu des témoins, un président africain. Compte tenu de notre passé avec le Rwanda, on aurait pu avoir un témoin quand même. Bon, je ne pense pas, parce que là, c'est affaire d'État. Là, on parlait des partis politiques. C'est normal qu'il y ait des témoins. Ces rencontres entre partis politiques, accords entre partis politiques. Oui, c'est des problèmes internes, mais là, c'est entre des États. Donc, c'est normal que ce soit des chefs d'État qui se rencontrent. Le rapprochement, en soi, c'est pas mauvais. Il faut qu'on oublie le passé. Ce n'est pas mauvais. La justice va faire son travail, Madame Odia. Oui, la justice est là. Il a dit, il a souligné. Dans les rapports mapping, mais oui. Mais non. Ce n'est pas à effacer comme ça. Oui, même si les gens ont dit que non, il a un peu aménagé Kagame, il a dit la justice va faire son travail. Et lui, il ne peut pas s'y mixer. Autant voulu. Et quand la justice va parler, vous verrez comment les gens vont encore retourner pour dire le président Tshisekedi avait raison. Le président, il faut faire vite parce que vous risquez d'être rattrapé par les événements, Madame Odia. On risque de dire, bah ouais, vous êtes toujours voilà, vous risquez de dire, non, vous êtes toujours un peu en retard par rapport à la vision du président qui tente de dévancer les choses et voir même les circonstances, essayer de lui accorder le bénéfice du doute. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais j'aimerais revenir sur l'importance du multipartisme dans ce pays. Peut-être c'est ça qu'on oublie. Pour moi, la solution à la crise congolaise, qui est économique, sociale, sécuritaire, voire même politique, elle trouve sa solution d'abord auprès des acteurs politiques. Aujourd'hui, on vous dit, Madame Élisée, que l'AFDC n'est pas marginalisée au sein de l'Union sacrée. Mais tout le monde sait que c'est faux. Tout récemment, il
lui a été imputé des choses assez graves au Sénat. Et ce Sénat-là est dirigé par le président de la FDC. Aujourd'hui même, on lit sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi un canal de communication, qu'on reproche à FDC, qu'on reproche à Bati, ainsi que le rapporteur ou questeur, Mme Aguito, un détournement pour donner aux sénateurs 75 000 $ chaque. Alors, vous pensez que dans une famille politique où les uns ont la considération pour les autres, on peut commencer comme ça à faire des lynchages médiatiques, à chercher de procès, de petits problèmes. Si ce n'est pas avec l'UNC, c'est avec la FDC. Si ce n'est pas avec la FDC, c'est avec Ensemble pour la République. Le souhait de la société civile, le souhait des CEDUC, qui est notre structure, et que l'Union sacrée, qui a pour vision, ensemble avec tous les partis qui le forment, de trouver la solution au problème des Congolais, qu'ils se mettent réellement ensemble. Et qu'ils examinent les questions et les problèmes fondamentaux du pays. On parle déjà, là je crois que les auditeurs et téléspectateurs ont compris qu'on parlait déjà de la problématique autour de l'Union sacrée. Doit-elle devenir carrément une plateforme électorale, une plateforme politique? Là, je reviens à Madame Josette Mbula-Matali. Il faut avoir votre autorité morale, parce que on peut peut-être ne pas être d'accord avec ce que Arlette Odia vient de dire, mais ça part en vrille. Il y a certaines attaques contre vous, il n'y a pas une discipline. Il n'y a pas une cohérence aussi. On n'arrive pas à déterminer qui est dans l'union sacrée, qui ne l'est pas. Est-ce que c'est pas le moment? Il est peut-être temps de mettre de l'ordre un peu dans cette union sacrée. Oui, c'est vrai, mettre de l'ordre partout où il y a des gens. Il faut, s'ils ont pris la décision de pouvoir travailler ensemble, il faut qu'ils voient tous les choses de la même manière. Vous savez, c'était pas facile. Nous savons d'où tous ces gens-là viennent. Ils viennent des FCC, ils viennent. Ils se sont mis ensemble. Ils viennent d'où vous êtes venus aussi en fait. Oui, parce que même la FDC. Bati avait quitté FCC bien avant, bien avant. Et quand il dit que il y a FDC marginalisé, je vais revenir à la question. Mais comme il a fait un petit raccordement frauduleux, permettez-moi de le faire aussi. Il parle de marginaliser. La FDC a été marginalisée par qui? Par l'UDPS. Bon, je sais que vous y avez été. Hein, vous connaissez le parti UDPS. Tant que les ténors, les autorités de l'UDPS n'ont pas parlé, le chien aboie. La caravane passe. Moi, j'aimerais un peu... Non, il y a un militaire qui a dit le chien aboie. La caravane s'arrête. Il prend le chien. Il avale le chien et il avance. Voilà, j'aime ça. En fait, c'est un militaire qui a dit on ne passe plus. Il faut s'arrêter. Vous avalez le chien et puis vous passez. Voilà, en tout cas, c'est ce que Bahati fait. Il avale. Alors là, je dis que dans ces raccordements frauduleux par rapport... au montant, 500, c'est Bahati qui a fait. Je ne sais pas si madame a vraiment des preuves, parce que quand nous venons pour affirmer des choses pareilles, il faudra vraiment faire attention, parce que là, quand on n'a pas de preuves, ce n'est pas bon. Je passe. Raccordement frauduleux, je me le suis permis. Alors là, en ce qui concerne l'Union sacrée, le président de la République l'a dit, ce n'est pas un parti politique. C'est le souci des Congolais de se mettre ensemble. C'est vrai, nous sommes déjà habitués avec les autorités morales, parce que j'ai suivi votre question, Madame Élysée. Vous l'avez dit, il faut quand même qu'il y ait une autorité morale pour mettre de l'ordre, tout ça. Mais la personne qui a eu l'idée, c'est le président de la République. Et les gens qui s'y trouvent doivent suivre le ton, les couleurs annoncées par le président de la République. Alors, cette sorte d'imbroglio qu'il y a encore, c'est les douleurs. Vous voyez, quand vous prenez en mariage quelqu'un, les premières années, si vous n'avez pas passé beaucoup de temps de fiançailles, c'est un peu difficile pour connaître la face B de l'autre. Vous devrez prendre du temps à comprendre, non, il aime ça, il n'aime pas ça, jusqu'à ce que vous allez vous accommoder pour faire route ensemble. Ils n'ont pas eu le temps de faire des fiançailles, donc ils n'ont pas eu le temps de se connaître. Peut-être c'était des préjugés parce que les autres étaient dans l'autre camp. Mais maintenant qu'ils sont ensemble, il ne faut pas qu'il y ait une sorte de soupçon. Alors, le fait de s'accommoder, ça prend du temps, mais moi je me dis
que c'est l'intérêt de la nation qui prime au sein de l'union sacrée de la nation. L'intérêt de la nation, on parle de l'union sacrée, on reviendra à vous, hein, le cash quand même qui bat aussi de l'aile, un peu, diront certains. Nora Effolé, l'union sacrée, monstre à plusieurs têtes. Il y a Vital Caméré, quoi compriso, mais qui prend des décisions. Il y a Ensemble, il y a Jean-Pierre Bemba qu'on entend à peine, il y a Félix Tshisekedi lui-même, il y a Bahati qui est là, à l'UDPS, il y a Kabondo aussi, puis dire, il est là. Ça fait trop pour eux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de structurer, qu'on sache qui est qui doit faire quoi, et peut-être transformer cette union sacrée à une plateforme politique carrément bien organisée? Bon, je ne sais pas, Madame Odia, donc... Comme Madame l'a dit, l'union sacrée, c'est la pensée du chef de l'État. Et la transformer, ce serait l'idéal. Mais encore, il faudrait que les membres pensent tous dans la même direction. Sinon, ça ne servirait à rien. Mais comme vous le dites, est-ce que c'est le moment que nous nous mettions, que nous nous rassemblons, qu'on cherche le leader, qu'on cherche l'autorité morale parce qu'il y a plusieurs têtes et tout ça? En tout cas, personnellement, moi, au stade où nous sommes là maintenant, il faut se poser les bonnes questions. On n'est pas encore là à savoir qui va prendre le devant, qui sera le candidat de l'union sacrée. C'est à quand les élections? 2023. 2023. Ok, c'est bien. Alors. Vous n'y croyez pas apparemment? Mais si, vous avez dit 2023, donc j'y crois. Alors, est-ce que le problème des Congolais aujourd'hui, c'est de savoir dans 2 ou 3 ans qui sera le candidat de l'union sacrée? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Il faudrait un peu que nous, les politiques, on s'arrête un peu aussi. Parce que là, maintenant, à l'aube, nous sommes là, il y a le Covid, qui est une pandémie mondiale. Il faudrait que les politiques y réfléchissent sérieusement. Il y a un peu une récession économique et ça ne va pas. Tout le monde cherche à se réfugier, tout le monde cherche à se renfermer. Il faudrait que les politiques, qu'on s'arrête un peu, qu'on traite vraiment les problèmes, les vrais problèmes liés aux Congolais. Les Congolais ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être vaccinés, ils ont besoin d'être à l'abri. Ce sont les questions d'urgence. Parce qu'il faudrait qu'on s'arrête et qu'on pense un peu au Congo de demain. Parce qu'on est toujours là, l'union sacrée, ça fait déjà 3 ans passés. Mais moi, je dis pour l'instant, stop, quoi. Travaillons, il y a un gouvernement qui est là, il y a un premier ministre, nous avons le président de la République qui est libre. Oui, il y a l'union sacrée, mais stop, mettons un peu les problèmes du Congolais au centre. Et pour moi, je pense que au moment où nous sommes, savoir qui sera l'autorité morale de l'union sacrée, Tovanda, qu'on se mette, qu'on réfléchisse ensemble et tout ça. Non, privilégions plus les problèmes du Congolais. Il y a la guerre qui est là à l'est et tout ça. Ça fait partie des problèmes que nous avons. Donc privilégions. Avec, vous avez, Arlette Odia, vous venez dessus, vous êtes un peu sur regard extérieur, vous n'êtes pas dans l'union sacrée, les deux le sont. Vous pensez que je crois que Madame Effolé a parfaitement raison de dire que c'est pas le timing pour parler, voilà, il faut, comme l'a dit le président, on travaille d'abord. Alors, je reviens encore sur ce que j'avais dit. C'est peut-être oublier la mission d'un parti politique. Le parti politique, c'est une structure. C'est l'assemblage des personnes qui partagent la même idéologie dans le sens de conquérir le pouvoir. Là, il s'agit de ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont au pouvoir de l'exercer, de sorte à le conserver pour les prochaines élections. Alors, quand on dit qu'on travaille d'abord, je pense que c'est la même question que je me suis posée lorsque j'écoutais hier l'autorité suprême du pays, le chef de l'État, dire que nous allons nous présenter aux élections de 2023. Alors, je me demandais toujours, c'est qui ce nous-là? C'est nous-là, c'est l'UDPS, ce nous-là, c'est l'Union sacrée. Voilà que ça rime avec votre question de savoir, est-ce que l'Union sacrée ne peut-elle pas se transformer en une plateforme électorale? Moi, je veux dire que cette question, elle est prématurée. Pourquoi? Bien sûr, comme Madame Nora, mais pas dans le même sens. Pour moi, elle est prématurée parce que déjà, à cette étape, l'union sacrée n'est rien.
C'est pas moi qui le dis. D'autres l'ont dit ailleurs. Ici, sur place, Madame Rosette l'a aussi dit. Il ne s'agit ni d'un parti politique, ni d'un regroupement politique, mais de rien. Oui, je comprends, d'une vision. Mais la forme juridique de cette union sacrée-là pouvait permettre à ce que l'on sache comment la faire évoluer. Or, en ce moment qu'elle n'a pas encore de forme juridique, on ne peut pas penser à ce qu'elle doit devenir hier. Elle doit commencer par exister aujourd'hui pour voir comment changer les formes demain. On vous dit que c'est une idée. Quelle idée? L'idée du vivre ensemble, l'idée de faire ensemble. Mais nous avons toujours vécu ensemble. Nous avons toujours vécu ensemble. Le peuple congolais n'a plus besoin de ces genres de discours. Nous savons tous les problèmes des Congolais. Il a besoin d'un gouvernement, il a besoin d'un régime qui soit à l'écoute de ses problèmes. En ce moment, le chef de l'État a circonscrit ses priorités. Il dit la santé, il dit la sécurité, c'est-à-dire à l'est du pays. C'est ce qui peut-être, je pense que ça doit avoir un peu déçu nos compatriotes de l'Est qui ont été victimes de l'éruption volcanique, parce qu'apparemment, il n'y a pas vraiment de solutions qui ont été apportées à leurs problèmes. On dit que personne n'a vu venir la catastrophe, même pas les animaux qui autrefois pouvaient alerter. Donc, on se prépare pour qu'au cas où cette catastrophe s'est répétée, en tout cas cette fois-là, on saura prendre en charge les conséquences. Notre problème, nous en tant que société civile, pourquoi je le dis ? C'est parce que le souci de la société civile est de voir les acteurs politiques, parce que ce sont eux les décideurs, apporter la solution aux problèmes des Congolais. Et lorsque ceux-ci ne sont pas organisés, ça nous dérange, parce que le peuple va continuer à souffrir. Dans l'Union sacrée, Madame Élisée Odia, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous dire qui sera le prochain candidat aux élections ? Logiquement, ça ne devait pas faire débat. Pourquoi? Parce que la Constitution de la République veut que celui qui est au pouvoir pour un premier mandat, que son équipe travaille dans le sens de lui donner un second mandat. La Constitution de la République voudrait absolument que tout citoyen congolais qui a su arriver à la magistrature suprême bénéficie d'au moins 2 mandats pour les élections. Mais je n'ai appris qu'une seule fois, je n'ai entendu qu'une seule fois le président Bahati Lukwebo de l'AFDC dire qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections. Est-ce qu'il l'a déjà répété depuis la dernière fois où il a dit? Est-ce qu'il doit le répéter aussi? Mais justement, il doit le répéter. Vous savez pourquoi? Parce que, comme je venais de le dire, c'est ça la volonté du constituant au sein dans notre constitution de la République. C'est comme ça qu'a fonctionné le FCC, par exemple. C'est comme ça qu'a fonctionné l'AMP. C'est comme ça qu'a fonctionné le MP. La MP aussi, c'est comme ça que fonctionnent même les partis politiques. Parce que comment on exerce le pouvoir, comment on conserve le pouvoir, c'est lorsque l'un d'entre nous est au sommet. Et l'Union sacrée, logiquement, devrait être en mesure d'accompagner le président de la République, pas seulement de réussir son mandat, mais surtout de pouvoir conquérir le pouvoir aux prochaines élections. On en parlera peut-être, on reviendra, on verra. Est-ce que c'est prématuré? Une minute, on va parler cash, parce que là, on parle de Bahati, la FDC, mais il y a aussi Vital Kamerhe. Est-ce que, là, je reviens rapidement avant de passer la parole à Madame Josette Mboula-Matali, et je reviens à Madame Nora et Follet. On parle là de l'Union sacrée, mais avant l'Union sacrée, il y avait cash. UDPS et UNC. Le président a dit lors de son interview, affirme que je ne suis convaincu que Vital Kamerhe jouera encore un rôle dans ce pays. À votre avis, il a fait allusion à quoi? Donc, Vital Kamerhe, selon les accords de cash, peut encore prétendre à la magistrature suprême dans ce pays? Bon, le chef de l'État, je pense que lui-même sait à quoi il faisait allusion en disant, en tenant ses propos. Mais ce que moi je retiens du chef de l'État, qu'il a dit clairement que Vital Kamerhe est non seulement innocent, mais sérieux et correct. Alors, ça dit tout. Un homme sérieux et correct n'a pas sa place en prison. Donc, je ne vois pas pourquoi, si notre président national est libéré, il ne pourrait pas prétendre une autre quelconque candidature, puisqu'il est innocent. Il est sérieux et correct. Pourquoi pas? Mais je pense que c'est prématuré et c'est pas à moi à répondre
à ces questions pour l'instant. Josette, c'est prématuré, mais on se dit, justement, est-ce que UDPS, UNC, est-ce qu'ils ne doivent pas se séparer quand on voit tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, voir un peu au niveau de la FDC, hein? Bon, attends, je repose un peu avant de revenir chez Josette. Non, vous ne devez pas vous séparer. Quand on voit comment vous rentrez dedans, est-ce que ce cash doit toujours continuer d'exister d'après vous? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes le cash. Nous avons passé les élections ensemble. Nous avons gagné les élections ensemble. Donc nous sommes le cash. Donc nous sommes là jusqu'à la fin du mandat. Donc nous sommes là. Un regard extérieur, Josette Mbouamatadi, vous êtes de la FDC. Est-ce que... UNC, UDPS, parce que l'UDPS, c'est un peu cette femme que tout le monde veut avoir. Déjà, la FDC veut avoir des relations un peu privilégiées avec l'UDPS. Je crois que ça vous arrangerait, vous, hein, qu'il n'y ait plus l'UNC, que vous restez avec la FDC. Un peu, voilà, non? Pas du tout. Bahati n'est pas là pour mettre de côté ceux qui manifestent les besoins réels de pouvoir amener notre pays au développement. Il n'est pas là pour le faire. À un moment donné, il a été mis de côté par l'FCC. C'est pas lui qui faisait les yeux doux au FCC, hein, je vous dis. Mais il chasse quand même sur le terrain de Vital Kamerhe. Non, il cherche pas sur le terrain. Non, il chasse pas. Ce sont deux personnes qui viennent du même coin, et c'est normal qu'il y ait une sorte de guerre de leadership. Chacun fait de son côté, mais c'est pour l'intérêt de la nation. Donc Bahati ne cherche pas à faire disparaître Vital, loin de là, et je crois que c'est pas dans ses habitudes. Lui, il reste dans son coin. Si seulement si vous venez le provoquer, c'est là où Bahati vous fait voir de quel bois il se chauffe. Mais lui, il est là dans son coin. Je voudrais dire quelque chose rapidement par rapport à ce que Madame Odia a dit. Odia Arlette. Madame Odia Arlette reproche quelque chose au président de la République, de ne pas mettre les gens autour d'une même table pour discuter des problèmes de la nation. Elle est celle qui a dit, quand vous lui avez posé la question par rapport aux solutions, elle a dit « Nous avons toujours été ensemble. Pourquoi encore ?» Hein? Je voudrais seulement faire ressortir cette sorte de... un peu de paradoxe. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais je suis bien ce qu'elle dit. Mettre autour d'une même table, le président n'a pas cette habitude-là de le faire. Il demande à ce que les gens puissent se mettre autour d'une même table. Le président de la République, avec sa vision, l'Union pour la Nation, il a appelé tout le monde. Tous ceux-là qui veulent l'accompagner dans cette vision. Une même table, peut-être abstrait, mais c'est nous mettre autour d'une même table. Et là, madame ne veut pas ça. Il veut seulement quand ça les enchante. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin, d'ailleurs, nous venons de célébrer les 61 ans, nous n'avons pas besoin de voir, non, nous, société civile d'ailleurs, plus politisée que société civile en RDC, il n'y a pas. Je vous dis, il n'y a pas. Je suis aussi dedans. J'ai un pied dedans. Je vous dis qu'il y a des sociétés civiles tendancieuses. Il y a des sociétés civiles de l'opposition, il y a la société civile de la majorité, il y a la société civile qui soutient, je ne sais pas, mais plus politisée que société civile dans notre pays, il n'y a pas. Donc nous ne devons pas peut-être venir avec un discours pour mettre vraiment à nu tous les efforts que les Congolais, pas seulement le président de la République, mais ceux-là qui sont au sein de l'Union pour pouvoir faire sortir les pays du bourbier. Ils savent, le président, la Constitution le dit, 2 mandats. Le président en a droit, nous. En a droit. Pourquoi Bahati doit le dire parce qu'il avait déjà dit? Pourquoi veut-elle que Bahati puisse dire? C'est comme si Bahati c'était quelqu'un qui parlait beaucoup. Bahati c'est quelqu'un qui agit trop, mais qui parle peu. Il a déjà dit qu'il ne sera pas candidat à la présidence en 2023. Ça suffit pas, Madame Arlette? Il a dit qu'on n'a pas accompagné un seul candidat, qui est le président Félix Tshisekedi. 4 mois après, il se rend compte que ce ne sera pas possible. Vous connaissez la personne de Steve Bika, et je n'aimerais pas entrer là-dedans, madame, parce que
là, il y a quelque chose Je qui ne le bouillonne défends dans pas. mon ventre. Je rappelle ce Je qu'il a dis dit. seulement, ne me poussez pas là-dedans, parce que si je prends la personne de Steve Mbeka, nous n'allons pas nous en sortir. En tout cas, le débat ne va pas se focaliser autour des personnes ou des individus. Voilà. Peut-être qu'on va aller très rapidement aborder les 2 dernières thématiques. Questions rapidement. On va parler de la loi électorale. Je commençais par ça. Madame Arlette Odia, rapidement, la loi a été jugée conforme à la Constitution. Il ne reste plus que la promulgation par le chef de l'État. Pendant ces temps, il y a des gens qui disent c'est une loi qui n'a pas été consensuelle. C'est pas une loi qu'on doit, il faut qu'on puisse la retirer. La CENI risque d'être une fois de plus politisée, d'être très politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je reviens à ce que j'ai dit à l'entame. J'ai bien dit qu'en Afrique, en tout cas, ce sont des bonnes habitudes qu'on devrait ne pas perdre. Lorsqu'il est question de la défense du territoire national, lorsqu'il est question de la sécurité intérieure, lorsqu'il est question des élections, la classe politique, avec les autres forces vives de la nation, doivent se mettre autour d'une table pour prendre des décisions qui soient appropriées. Je comprends la préoccupation de Mme Josès, qui pense que je me contredis en disant, d'une part, qu'on doit se mettre ensemble et peut-être aussi qu'on ne devrait pas se mettre ensemble. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand je parle de se mettre ensemble pour les questions des sécurités, des élections et de la défense, c'est qu'on se met ensemble avec cela comme thématique. Lorsque le chef de l'État a invité la classe politique par les consultations présidentielles, mais c'était pour résoudre des problèmes, la crise politique, du fait de la résiliation de FCC et de Cash. Il n'était pas question de parler des élections, il n'était pas question de parler de sécurité, il n'était pas non plus question de parler des défenses. Mais voilà que maintenant là, il y a une loi qui concerne les élections, qui n'est pas consensuelle, et vous pensez qu'elle va régler les problèmes des Congolais. L'unanimité en cours, l'unanimité ne sera jamais effective dans ce pays. Je suis d'accord, mais pour Odia. parler de l'unanimité ou non, il faut que les gens se mettent autour d'une table. Et lorsque les gens se mettent autour d'une table, la majorité s'arrange toujours d'avoir plus des voix en sa faveur. Mais au moins, la formalité du dialogue doit être respectée pour que l'opposition fasse aussi entendre sa voix. Mais vous savez pourquoi? Vous savez qu'il y a l'opposition au Je Parlement. suis D'accord, ça c'est le circuit formel. Mais tout ce Parlement-là, le Parlement provient de la classe politique. Il y a des ceux... Si on doit de temps en temps quitter le formel pour l'informel. C'est très important parce que les élections doivent apporter la paix. Et lorsqu'il y a une frange importante de la population qui pense n'avoir pas été consultée, n'avoir pas été associée à la démarche qui doit tendre aux élections, c'est là qu'il se pose des problèmes. J'aimerais vous donner un exemple. Très rapidement. Les dernières élections en 2018, voyez même l'attitude du président de la CENI, Corneille Nangaa. À chaque fois qu'il y avait un élément nouveau, il réunissait les candidats aux élections pour leur dire, voilà, par exemple, on a connu l'incendie, on a perdu quelques machines. Voilà, on sera obligé de reporter, même s'il y avait de mécontents, mais au moins, ça donnait une autre démarche à la classe politique qui se sentait associée aux différentes étapes des élections. Et c'est ce que nous voulons. Sinon, on sera bien sûr en train d'organiser les élections, mais qui ne seront pas apaisées et qui de temps en temps va créer de mécontents au sein de l'opinion. Josette Mboudamatali, on a vu les gens crier, demander que la CENI soit apolitique. On fait la réforme de la loi sur la CENI, on se rend compte qu'il n'y aura pas plus politique que cette nouvelle CENI. On se dit, mais pourquoi on a eu à crier? Pourquoi on a eu à crier sur la dépolitisation de la CENI pour, au fait, consacrer sa politisation à la suite? Et ça a été porté par l'Union sacrée. Oui, c'est vrai parce que, vous savez, cette loi de la CENI qui est révisitée, et c'est que Lutundula a pu pondre. OK? Je viens d'une formation. On a eu à fustiger les articles, différents articles dans cette loi-là. On a même dit que
on a vraiment fait une loi taillée sur mesure et la femme risque de ne pas se retrouver. Sur mesure de qui? De Félix Tshisekedi? Non, je parle par rapport aux animateurs. Je ne parle pas en la personne du chef de l'État. Non, parce que le chef de l'État, il a dit, la Constitution le lui permet. S'il veut, il va se représenter. Il a dit, si le peuple congolais le réclame, il va le présenter. Là, il n'y a pas de problème. Moi, je parle des différents animateurs. Nous aurons 13 membres. 6 de la majorité, ok, dont 2 femmes. Nous aurons 4 de l'opposition, dont 1 femme. Nous aurons 3 délégués, des confessions religieuses, tout ça, mais on nous dit que le président doit sortir des confessions religieuses. Ok? C'est ça, tel qu'eux-mêmes, ils ont pu concevoir la chose. Mais aujourd'hui, nous disons, vous l'avez dit, qu'on parle de la révision, mais on est allé de mal en pis. On est allé de mal en pis parce que c'est trop politique et les gens qui disent que non, vaut mieux qu'il y ait la société civile, que j'ai dit que plus politique que la société civile, moins politique que la société civile, on meurt, plus politique que la société civile, on meurt. Donc, on tourne autour d'une chose, c'est que l'intérêt suprême de la nation doit primer. Parce que c'est le jeu qui se joue au niveau de la CENI, même quand il parle de aujourd'hui qu'on a Nanga faisait asseoir les gens, tout ça, pour quel résultat? J'ai été candidate, j'ai essuyé une injustice que je réclame pas parce que je suis pas comme quelqu'un qui dormait, qui s'est réveillé et tout le temps il dit vérité des urnes, je suis pas comme ça. Mais au moins, c'est une expérience que j'ai acquise, mais pour que les choses puissent marcher comme il le faut, nous devons vraiment voir que la CENI soit de moins en moins politisée à outrance. Parce qu'on ne peut rien faire. La CENI doit être composée des animateurs qui proviennent des partis politiques. Qu'on les veille ou pas. Et c'est là où... C'est l'émanation au niveau de... Même dans la religion, maintenant, c'est politisé partout. Oui, parce que le Parlement, c'est au niveau... Le Parlement va choisir, ok? Mais qu'on les veille ou pas, la CENI doit avoir des animateurs qui vont provenir des partis politiques. Alors là, moi, j'imagine déjà 6 membres du côté de la majorité. Donc, je vois un délégué de la FDC, un délégué de l'UDPS, un délégué d'Ensemble, un délégué du MLC, un délégué de l'UNC. On est à 5 et un délégué... voilà, je crois que c'est plutôt une bonne répartition. On peut aussi aller voir dans la société civile, hein, s'ils sont dans la majorité de l'UNC, ils peuvent se retrouver là-dedans. Hein. Mais qu'on se le dise, au regard de la Constitution, comment on ne peut pas remettre en cause un arrêt, une décision de la Cour constitutionnelle, mais on se dit, une loi qui remet en cause la parité, comment peut-elle être déclarée conforme à la Constitution? Vous savez que nous avons eu à faire des visites même chez le Tundula. Quand je dis nous, la dynamique des femmes candidates, parce que nous toutes qui étions candidates aux élections législatives et provinciales, nous qui sommes des expérimentés, mais nous n'avons pas été élus, nous sommes allés voir le Tundula pour lui présenter toutes ces injustices. Mais comme on dit, allez à Yakta Est. Nous. Bon, on nous a dit, mesdames, allons-y, c'est une sorte de bataille. Vous n'avez pas perdu, vous avez perdu la bataille, non la guerre. Allons-y. Mais Nora et Follet, on va très bientôt terminer. On se dit, le président qui fait de la promotion de la femme un petit cheval de bataille, doit recaler, c'est là quand même. On ne peut pas. Est-ce que le président doit promulguer une loi qui remet en cause, c'est même pas 30% là, quand franchement, on vraiment. 3 femmes sur 13, si on s'en tient à ça. Est-ce que le président doit promulguer cette loi telle qu'elle? Mais bien sûr, parce que si on doit attendre par la parité tant voulue, tant cherchée, notre combat de tous les jours. Donc 3 femmes, donc si je mets en termes de pourcentage, donc nous sommes à... donc nous sommes à
même pas un quart en fait, même pas 25%. Donc c'est quand même regrettable pendant que le président de la République lui-même prône sur la femme, il tape le bras sur la table pour dire qu'il veut des femmes à chaque représentativité, à chaque institution. Mais là vraiment c'est déplorable et c'est dommage parce que Madame Josette avec toutes les autres ont mené un combat, ils sont venus, ils ont vu, il y a eu des consultations et que ça n'a pas été respecté. Un combat un peu en catimini, on les a pas trop. C'est ça aussi quand même, c'était un peu en catimini. On aurait pu intéresser toutes les dames si on était plus nombreuses. Peut-être qu'il y aurait eu, si on avait fait vraiment beaucoup de bruit dessus, médiatisé et tout ça, peut-être qu'on aurait eu un rendement. Oui, peut-être, mais je vous dis qu'il y a eu un travail. On a dû faire de tour et de tour parce que dans la DINAFEC, c'est représenté par toutes les femmes de tous les partis politiques. C'est ça la particularité de DINAFEC. Donc, les partis très rapidement, Arlette Odia, par rapport à cette question, vous êtes juriste également de renom. Oui. De renom. Alors on se dit, mais le président a la possibilité de ne pas promulguer. Même si ça a été jugé conforme à la Constitution, mais tant qu'il n'y a pas, il y a un pan de la Constitution qui n'est pas respecté dans cette loi, donc il peut refuser de promulguer. Oui, vous savez, le régime actuel que nous avons aujourd'hui au pays, il a, je pense que beaucoup de failles dans la manière de gérer les questions d'État. On va vous parler de la séparation du pouvoir. Alors, lorsque je lis la Constitution de la République, au niveau de du président, de l'institution président de la République, il n'y a pas de séparation du pouvoir. Ça veut dire que le président de la République, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, il a le dernier mot à donner, que ce soit au pouvoir judiciaire, au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui le dit. Mais voilà que nous vivons que, à un certain moment, il y a l'institution président de la République qui semble avoir les mains liées. Non, mais là, c'est l'exécutif qui fonctionne. Moi, je ne sais pas intervenir. De ce côté, c'est le pouvoir exécutif. Au nom de la séparation du pouvoir, je ne sais pas intervenir. Voilà le problème, c'est qu'il y a une loi qui n'est pas consensuelle, une loi que les membres de l'Union sacrée dont ils déplorent la consistance, dont notamment la question du genre et le fait qu'elle est assez politisée. C'est le bien fondé de consultation, c'est le bien fondé de dialogue. Madame Rosette a répété ici qu'elle a été candidate aux élections de 2018. Elle a relevé certaines failles. Il y a d'autres candidats qui en ont relevé d'autres, qui ont relevé aussi des failles. Si on s'était mis ensemble autour d'une table, alors la loi serait meilleure que celle qui a été présentée à la Cour constitutionnelle. Merci. Ça sera votre mot de la fin parce que je voulais vous donner 30 secondes. Vous allez ajouter également rapidement 30 secondes. On fait le tour de table. On parle de cette problématique de la femme et du fait que la femme, pourquoi cette femme, vraiment en une minute, parce qu'on me fait signe, c'est vraiment la fin, pourquoi cette femme congolaise, qui aujourd'hui dénonce sa sous-représentativité, a pourtant du mal à donner de la voix dans des médias, à venir débattre comme on vient de le faire maintenant. Moi je demanderai de parler en dernier lieu parce que ça me concerne pour les deux côtés. Que les autres parlent. Je vais parler en dernier lieu. Oh là là, très rapidement, Madame Nora Effolé. En tout cas, s'il y a des femmes, pas nous à l'UNC, parce que déjà la preuve, j'ai été invitée à votre émission ici, et me voilà. Merci et nous, chez nous, on donne de la voix, hein, parce que d'abord, hier, j'ai été fédérale de Bandalungwa. D'ailleurs, je salue vite tous les Malamboka de Bandalungwa. Et aujourd'hui, je suis chargée en mobilisation et propagande pour la ville-province de Kinshasa. Et dans le parti, on a des prises de décision. On est considéré même dans la gestion. Donc, pour nous, pour moi, je dirais non. Que la femme UNC n'a pas peur de venir débattre, discuter ici. Donc le pourquoi, je préférerais que chacune donne son avis. Donc prochainement, il y aura plus de femmes l'UNC. Voilà. Oui, non, pas spécialement, mais donc pour dire, pour ma part, bon, ça dépend. Mais il faut dire aussi que toutes les femmes sont pas obligées de faire de la politique. Mais que celles qui y sont, c'est vrai qu'il faut... il y a beaucoup de choses aussi, je me dirais aussi. Peut-être que la peur, qu'on en parlait tantôt, d'être jugée aussi. Il y a ça aussi qu'il faut en tenir compte. Mais il y a des peurs qu'il faut braver et aller de l'avant, s'exprimer, dire ce qu'on veut.
En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation, Madame Nora. Merci, Madame Odia. Arlette Odia, on vient de parler de ça. À votre avis, très rapidement, 1 minute, à votre avis, pourquoi les femmes ont peur de débattre? Surtout sur les questions politiques, voire économiques d'ailleurs. Je pense que l'émergence même de la femme, c'est un processus. Des années avant, c'était beaucoup plus difficile de rencontrer des femmes parler politique, voire même engager des débats politiques. Mais de plus en plus, je pense que vous pouvez même le témoigner. Vous avez de temps en temps des invités, vous vous engagez des débats. J'ai suivi les débats de la semaine passée. Celui-ci, certainement, prochainement, ce sera encore un autre débat. Et en plus que nous prêchions par l'exemple, vous verrez que de plus en plus, il y aura des femmes qui vont s'intéresser à la question. Et lorsque la femme intervient dans des questions politiques, je pense qu'il y aura beaucoup plus de solutions aux problèmes de la société. Je reviens à dire que l'Union sacrée doit se mettre face à ses responsabilités. Les attentes de la population, elles sont énormes. L'UDPS ne fera pas tout seul pour ce pays. Il a besoin des alliés, il doit respecter ses alliés, il doit avoir des engagements sérieux avec ses alliés parce que le pays tarde encore à arriver au rendez-vous du développement. Voilà, vous aviez eu un problème particulier avec l'UDPS. Hein? Oui, mais il y a eu présidentiel. Mais en tout cas, je crois que prochain numéro, il y aura une dame de l'UDPS. Hein? Ouais. C'est presque un acquis, mais je pense qu'on clôture avec Josette Mboula Matali. Oui, 1 minute. Oui, 1 minute. Je voudrais dire que quand Lutondola a conçu cette loi-là, il était qui? Il était où? La loi Lutondola, là, à partir de laquelle, aujourd'hui, il était dans quel camp? Donc, allez à Yakta Est. Pour ce qui est de la femme, vous savez, la femme, c'est un être parfait. Quand Dieu a créé la femme, il a créé cet être-là avec toute la beauté, toute la perfection. Elle n'aime pas essuyer l'échec. La femme a peur de prendre les risques. Elle calcule tout. Avant d'y aller, quel sera mon discours? Qu'est-ce que les autres vont parler de moi? Est-ce que l'homme se met à pouvoir, il plonge dans ces questionnements-là et l'homme continue, si c'était dans une piscine, il nage pour aller là-bas. S'il y a des difficultés, l'homme préfère trouver des difficultés pendant sa nage. Mais la femme préfère résoudre les difficultés en dehors de la piscine. Donc, pour dire que la femme doit braver cette peur-là. La femme doit tout faire. Nous qui sommes là, nous sommes déjà un exemple à suivre. Certes, toutes les femmes ne vont pas faire la politique, mais j'encourage la femme à pouvoir dire la politique de la chaise vide ne paye pas. S'il y a des femmes qui doivent faire la politique, bravez cette peur-là. Allons-y, soyons nombreuses. Pourquoi? Parce que nous constituons les 52% de la population et nous pouvons renverser cette tendance à pouvoir bien mener une politique, pas des mensonges, une politique, pas de corruption, une politique de la justice, parce que nous sommes des femmes. Et la femme égale à la justice. Voilà, soyons nombreuses déjà à braver. Hein. On peut déjà commencer à dire, bah non, la loi sur la CENI, avec moins de femmes comme ça passe pas. Donc les femmes, on sait la voix. Je crois que le président, hein, et là, j'en implore, il y a eu une implication de la première dame qui est effective dans ce combat. On a eu à le voir, elle est allée voir le Premier ministre pour demander, et je crois qu'il y a une implication de la première dame qui est aussi souhaitable dans cette lutte, surtout au niveau de la CENI. Donc, tous ensemble, pour essayer de demander à ce qu'il y ait une plus grande, non, pas une plus grande, d'exiger que la loi, que la Constitution puisse être appliquée. En tout cas, moi, je suis très heureuse de présenter cette émission avec vous. Merci vraiment d'avoir répondu à cette invitation. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. Voilà, vous étiez nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Bravons la peur, n'hésitez pas. Le débat républicain, il est comme ça. On se donne rendez-vous très, très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission, Le Débat au Féminin. Et à très, très bientôt. Après le séjour du président de la République dans la partie est du pays, la situation est-elle mieux qu'avant? Le chef de l'État doit-il promulguer la loi sur la CENI alors que celle-ci ne prend pas en compte la parité consacrée dans la Constitution? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Nora Effolé, cadre de l'UNC, Arlette Odia, présidente de CEDUC et Josette Mboula Matali, cadre à la FDC.